Eh bien, bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver pour ce nouveau webinaire qui va traiter aujourd'hui de la thématique Trade Finance, comment sécuriser et financer vos opérations à l'international. Ce sujet, il est particulièrement crucial quand le commerce international subit des évolutions majeures, comme c'est le cas de ces 2 dernières années. Donc si ces activités, c'est vrai, ont redémarré finalement assez vite dès 2021 après une paralysie de la mobilité internationale et des ruptures d'approvisionnement, il subsiste toujours un certain nombre de goulots d'étranglement avec des prix de fret, de matières premières et d'énergie qui sont très élevés. À cela, bien sûr, s'ajoutent les tensions géopolitiques avec, comme corollaire, l'élévation des risques pays et la montée des risques de défaut de paiement. Donc, dans ce contexte incertain qui augmente les besoins de sécuriser ces opérations, ces transactions à l'international, il nous a semblé effectivement important de revenir sur les instruments de trade finance que vous pouvez utiliser. Donc, pour vous apporter des conseils opérationnels en la matière, nous avons réuni donc des experts du domaine que je remercie une nouvelle fois d'être avec nous aujourd'hui, à savoir Géraldine Billot, qui est experte Trade Finance chez Crédit Agricole CIB, Claude Cagnoncle, qui est président de Credimpex France. Alors, Credimpex, rapidement, je le rappelle, c'est l'association française qui réunit des spécialistes en opérations de commerce international que l'on va trouver dans les banques, dans les entreprises et dans tout un tas d'autres institutions qui sont installées donc, en France et à l'étranger. Et enfin, Gaël Lemoigne, qui est ingénieur d'affaires international au Crédit Agricole Touraine-Poitou. Après cette table ronde, donc, nous passerons traditionnellement à une session de questions-réponses et à cet effet, donc, n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions via le chat. Voilà, donc sans plus attendre, je vais m'adresser à toi, Géraldine. Et donc, est-ce que tu peux nous brosser un rapide panorama des différentes solutions de sécurisation et les pratiques mondiales en la matière ? Oui, bien sûr, merci Catherine. Donc, bonjour à tous. Donc, quand on parle de sécurisation en trade finance, on fait référence à deux choses. Tout d'abord, sécuriser des obligations commerciales et ça va se passer par différentes gammes de garanties bancaires, donc garanties de soumission, garanties de restitution d'acompte et garanties de paiement. La deuxième chose, c'est sécuriser les paiements. Et cela passe par une gamme variée de moyens de paiement. Alors, effectuer des transactions à l'international n'est pas un acte anodin, d'autant plus que nous sommes dans un contexte économique et politique très tendu, comme l'a mentionné Catherine en préambule. Et il est donc essentiel d'identifier tous les risques inhérents à une transaction à l'international afin d'envisager la mesure de sécurisation la plus adéquate. Alors, en termes de risques, on peut répertorier deux types de risques, le risque commercial et le risque pays. Alors, le risque commercial, en fait, on peut le décomposer en deux parties. Donc, le risque de contrepartie, le risque de crédit, qui intéressera notamment un exportateur qui devra s'assurer de la solvabilité de sa contrepartie. Deuxième chose, un importateur, lui, se concentrera plutôt sur la fiabilité de sa contrepartie. Est-ce qu'elle sera capable de respecter ses engagements contractuels, donc d'expédier la marchandise dans les quantités, la qualité prévues et surtout respecter les délais de livraison. À côté de ces risques de contrepartie, on a des risques associés qui font partie aussi de la négociation commerciale entre l'importateur et l'exportateur. On peut avoir par exemple le risque juridique. Quel sera le droit applicable au contrat? Et ça, c'est très important pour éviter tout problème en cas de litige. On a également le risque fiscal. Y a-t-il des particularités en matière de droit de douane, de TVA locale? On a des risques culturels. Évidemment, la contrepartie est basée dans un pays à l'étranger, donc la langue est différente. Ça peut être un blocage. Les pratiques locales sont aussi différentes.
Et on va également avoir un risque de transport, puisque bien évidemment, la marchandise sera transportée d'un pays à l'autre. Et il est important de définir les éléments d'assurance, de transport, liés essentiellement aussi aux incoterms, pour pas avoir de problème sur la partie transport. Donc tous ces éléments sont à travailler en amont et peuvent être couverts via votre contrat commercial pour éviter tout litige. L'autre risque, et pas des moindres, c'est le risque pays. Alors, il est décomposé en deux parties, donc le risque politique et le risque économique. Donc, est-ce qu'on est face à un pays en guerre où il y aurait des révolutions, des instabilités sociales, éventuellement des sanctions financières, et le risque économique qui plus basé sur la solidité du système bancaire. Est-ce qu'on va faire face à un risque de non-transfert, de pénurie de devises, etc., qui pourrait bloquer notre opération? Alors, la COFAS publie chaque trimestre une carte des risques d'impayés des entreprises. Donc, c'est catégorisé en différentes couleurs, donc d'un risque très faible à un risque extrême. Et comme vous pouvez le voir, la carte a plus tendance à être dans les tons orangés et rouges que dans les tons verts. Donc, on est quand même globalement actuellement, enfin, cette carte reflète le troisième trimestre 2022. Donc voilà, on est quand même dans un contexte assez sensible. Alors il faut systématiquement se poser deux questions. C'est est-ce que je connais bien ma contrepartie et suis-je face à un pays à risque? Et donc en fonction du degré de connaissance de ma contrepartie, le degré de confiance que j'ai et du risque pays, eh bien, on va pouvoir déterminer le moyen de paiement le plus adéquat et d'éventuelles mesures de sécurisation qui seront à mettre en face. Donc quand on est dans un pays, quand on se trouve dans une situation où tous les indicateurs sont au vert, on connaît bien la contrepartie, on travaille avec elle depuis un certain temps, on n'a pas un risque pays très, très important, voire limité. Le moyen de paiement qui peut être choisi, c'est le virement. Le virement simple. Donc ça va s'appliquer essentiellement à des pays zone verte, comme on l'a vu dans la carte COFAS. Donc ça va être plutôt la zone européenne, les États-Unis, le Canada et l'Australie. Donc bien évidemment, ça ne constitue pas la majorité des échanges à l'international. Et on va se retrouver dans des cas de figure qui vont être un petit peu plus complexes. Donc là, lorsqu'on se trouve face à un risque pays modéré, et avec une contrepartie que je connais un peu ou pas trop, là, il va falloir envisager des moyens de paiement un petit peu plus sécurisés. Donc on a listé quatre moyens de paiement avec d'éventuelles sécurisations qui peuvent être mises en place. Alors, dans ce cas de figure, un vendeur aura toujours la possibilité de choisir le virement commercial, comme on vient de le voir précédemment. Par contre, il peut vouloir une garantie en supplément. Donc, il demandera à l'acheteur d'émettre en sa faveur une garantie de paiement ou stand-by. Tout dépend du type de garantie qui sera choisi. Ça peut dépendre aussi des pays. On sait que sur les États-Unis, c'est souvent des stand-by letters of credit qui sont utilisés. Donc ça permet à l'exportateur d'avoir cette garantie en sa faveur qu'il pourra mettre en jeu en cas de défaut de paiement de l'acheteur. Dans le cas où le vendeur voudrait sécuriser un petit peu plus sa transaction, il pourrait d'abord demander un paiement d'acompte et le solde par virement, sécurisé comme on vient de le voir. Donc voilà, le vendeur, l'avantage pour lui, c'est qu'il va déjà percevoir une partie des fonds avant son expédition. Donc il n'aura à sécuriser que le solde par virement et garantie de paiement en sa faveur. Alors là, bien évidemment, il peut se trouver face à une situation où l'acheteur va lui demander d'émettre une garantie de restitution d'acompte, puisque bien évidemment, là, l'importateur peut se retrouver dans une situation moins sécurisée, puisqu'il va être obligé de payer un paiement d'acompte et il n'est pas certain d'avoir la marchandise livrée en contrepartie.
La troisième option, si le vendeur veut s'assurer que l'acheteur récupérera la marchandise que lorsqu'il aura payé, eh bien, le vendeur peut choisir la remise documentaire. Donc la remise documentaire, c'est un moyen de paiement. Les documents d'expédition vont circuler par le canal bancaire. Donc le vendeur va remettre les documents d'expédition à sa banque avec instruction de les envoyer à la banque de l'acheteur et des instructions de délivrance des documents contre paiement à vue si on est dans un paiement immédiat ou acceptation d'une traite à l'échéance lorsqu'on se retrouve dans un cas de figure avec un paiement différé. Alors voilà, donc ça c'est un moyen de paiement qu'on va utiliser dans une configuration moyennement risquée. Par contre, mon petit point d'attention quand même, c'est qu'on le voit encore très souvent utilisé dans des pays à risque comme le Pakistan et le Bangladesh. Voilà, donc c'est quand même un point d'attention. Il faut se dire que dès qu'on est sur un pays risqué, ben ce genre de moyen de paiement n'est pas forcément l'option adéquate. Dans le cas où les deux parties voudraient se sécuriser encore davantage, le choix du moyen de paiement sera le crédit documentaire. C'est ce qu'on recommande dans des situations donc à risque modéré, voire risqué, puisque effectivement là, le vendeur obtient un engagement de la banque de l'acheteur de le payer sur présentation des documents d'expédition. Donc une fois qu'il a réalisé l'expédition, si ces documents sont conformes, la banque de l'acheteur s'engage à le payer. Et dans ce crédit documentaire, le vendeur peut aussi avoir une sécurisation supplémentaire si sa banque ajoute une confirmation à l'engagement de la banque émettrice. Alors ça, après la confirmation, ça dépendra du pays qui est impliqué dans la transaction et de la capacité de la banque de l'exportateur à prendre du risque sur la banque de l'acheteur. Bon, on évoquera un petit peu plus tard le crédit documentaire un peu plus en détail. On va finir avec notre baromètre degré de connaissance et risque pays. Donc, quand on se trouve dans une configuration où le risque pays est très fort, alors là, j'ai envie de dire que peu importe le degré de connaissance de la contrepartie, même si c'est un client qu'on connaît très bien, avec qui on travaille depuis des années, il faut se dire que l'indicateur risque pays au rouge est vraiment l'élément à prendre en considération et il faut vraiment sécuriser sa transaction. Donc là, on a deux options. On peut avoir le virement avant expédition, ce qui assure le vendeur d'avoir reçu les fonds avant d'expédier la marchandise. Donc, comme on l'avait évoqué tout à l'heure avec le paiement d'acompte, l'acheteur peut éventuellement demander une garantie de paiement en sa faveur au cas où le vendeur ne respecterait pas ses obligations de livraison. Bon, il est à noter que le virement avant expédition est interdit dans certains pays, comme l'Algérie par exemple. En fait, c'est souvent dans les pays où il y a des réglementations d'échange assez strictes. L'argent ne peut pas sortir du pays avant que la marchandise soit rentrée dans le pays. Et donc, comme évoqué sur la page précédente, le moyen de paiement qu'on recommanderait le plus dans une configuration risque pays important, eh bien, c'est le crédit documentaire. Voilà, donc nous allons voir maintenant un petit peu plus dans le détail ce qu'est un crédit documentaire. Donc, c'est un engagement qui est donné par la banque de l'acheteur au vendeur, donc de payer immédiatement ou à une date future en fonction des termes de paiement qui sont négociés entre les parties. Et cet engagement de la banque émettrice est conditionné par la présentation par le vendeur de documents qui sont requis dans le crédit documentaire. Et ces documents doivent être en parfaite conformité avec les termes et conditions du crédit pour que l'engagement de la banque émettrice soit valable. Donc cet engagement est irrévocable, ce qui signifie qu'il ne peut être ni amendé ni annulé sans l'accord de toutes les parties. Donc c'est quand même un niveau de sécurisation assez important. Et ce crédit documentaire est indépendant du contrat commercial. D'un point de vue juridique, il n'est pas rattaché au contrat commercial et le paiement est basé sur la présentation des documents en conformité
avec les termes du crédit documentaire, mais ce crédit documentaire n'est pas basé sur les marchandises ou le contrat sous-jacent. Alors, un crédit documentaire, c'est aussi sécurisé parce que c'est régi par les règles et usances uniformes de la Chambre de commerce internationale, les RU 600. C'est un cadre reconnu dans le monde entier, puisque je pense que tous les crédits documentaires sont régis par ces règles. Donc c'est vraiment un niveau de sécurisation important. Donc, en fait, comment ça se passe ? On a d'abord le contrat commercial qui est signé entre l'acheteur et le vendeur. L'acheteur va demander à sa banque d'ouvrir le crédit documentaire. Donc, si elle a convenance à ouvrir ce crédit documentaire, eh bien, elle l'envoie à la banque du vendeur, qui aura alors deux options. Soit il va notifier directement le crédit documentaire au vendeur, et donc là, c'est l'engagement simple de la banque émettrice. Soit la notification se fera avec ajout de la confirmation, c'est-à-dire que c'est un engagement additionnel de la banque du vendeur en faveur du vendeur. Donc la confirmation est un moyen de sécuriser encore plus le crédit documentaire, puisque ça permet aux vendeurs non seulement de couvrir le risque de crédit sur l'acheteur qui a été pris par la banque émettrice, puisque quelque part la banque émettrice se substitue au risque crédit de l'acheteur, et le vendeur a la possibilité donc d'augmenter la sécurité de ce moyen de paiement si sa banque ajoute une confirmation. Donc le vendeur obtient deux engagements de paiement. Et la confirmation, finalement, pour le vendeur, ça revient à couvrir aussi le risque de la banque émettrice, puisque c'est la banque confirmante qui prend elle-même le risque de la banque émettrice. Voilà, donc au niveau de l'utilisation du crédit documentaire. Donc une fois que le vendeur a expédié sa marchandise, il va préparer tous les documents requis dans le crédit documentaire, donc les documents qui prouvent l'expédition de la marchandise, et il va les remettre à sa banque. Donc en fait, premier cas de figure, si sa banque est simplement banque notificatrice, elle va les transmettre à la banque émettrice pour paiement, et cette banque émettrice vérifiera la conformité des documents pour payer le bénéficiaire. Dans le cas où la banque confirmante a ajouté sa confirmation, eh bien, elle va tout d'abord examiner elle-même les documents, vérifier la conformité, payer le vendeur et se retourner après sur la banque émettrice pour se faire rembourser. Donc là, on voit bien que, en cas de confirmation, le vendeur est complètement sécurisé. Il n'a affaire qu'à sa propre banque qui va se positionner sur la conformité des documents et effectuer le règlement. Charge après à la banque confirmante donc de se faire rembourser par la banque émettrice qui débitera elle-même le compte de l'acheteur. Merci beaucoup, Géraldine, pour cette présentation, alors plus particulièrement des moyens pour sécuriser les paiements. Mais tu as évoqué également le fait qu'il y avait d'autres éléments qui pouvaient être pris en compte pour sécuriser la transaction commerciale. Et tu as mentionné donc notamment les incoterms. Donc je me tourne vers toi maintenant, Claude. Alors quels sont les bons incoterms à utiliser? Quels sont les écueils à éviter? Très bien, déjà bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer de vous présenter brièvement le choix ou les critères de choix, puisqu'il n'y a jamais un choix idéal, mais les critères de choix quant aux incoterms. Alors, les incoterms, je me suis basé sur bien sûr ceux qui sont actuellement en vigueur, les incoterms 2020. Pourquoi? En deux mots, parce qu'ils sont révisés en gros tous les 10 ans. Donc, pas de grands changements pour ceux qui connaissaient les incoterms précédents. Un classement, bon, j'y reviendrai, mais je dirais ce classement, il est très bien, mais j'en préfère un autre qu'on verra tout à l'heure parce qu'il vous sera beaucoup plus utile.
Pourquoi? Parce que ici, vous avez un classement qui est tout à fait logique. Hein. Le monde du commerce international, c'est la conteneurisation, c'est des marchandises qui voyagent en conteneurs. Bon. Mais c'est aussi un autre monde, celui de ce qu'on appelle des commodities, hein, des marchandises en vrac. Hein, et donc un classement des règles incoterms, d'un côté tout mode de transport, et de l'autre côté uniquement maritimes et fluviaux. Mais bon, retenons maritimes, des incoterms qui sont beaucoup plus connus. Pourquoi? Parce que ces abréviations, elles existent bien avant que les incoterms aient été créés. Donc là aussi, il y a des vieilles habitudes qui traînent, hein, et qui des fois ne sont pas toujours les plus adaptées. On va en reparler tout de suite. J'aime bien cette classification qui, entre parenthèses, en correspond à quoi? À la première lettre de l'abréviation, de l'acronyme de chaque incoterm. Hein. Vous voyez qu'ici, on a 4 familles, 4 groupes, hein, on peut dire. D'un côté, bien sûr, on va aller du minimal pour le vendeur jusqu'au maximal, toujours une perspective du vendeur, hein, dans cette présentation. Bon, avec, déjà, on le voit, ces 4 catégories. Il y a une seule règle, hein, ex-work. Connue, oui. Mal connue, je dirais, et souvent utilisée à tort. Hein. Il y a bien mieux, on va le voir tout à l'heure, parce que vous voyez qu'il y a une caractéristique derrière le ex-work, c'est une vente domestique, non dédouanée export, donc on y reviendra un tout petit peu après. Vous avez 2 groupes qui vont nous intéresser, surtout lorsque derrière, hein, dans l'opération, la transaction commerciale, le règlement va se faire par une technique documentaire. On a parlé de l'encaissement documentaire, du crédit documentaire. Hein, donc vous avez donc le groupe des FF comme free. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le vendeur n'a pas, je dirais, à payer, hein, le transport des marchandises, c'est l'acheteur qui va le payer. Un autre groupe qui lui aussi va correspondre ou également à une vente au départ. Alors on verra que vente au départ, ça veut dire quoi? Que le vendeur a rempli son obligation quand la marchandise est partie, hein, elle part. Toujours même problématique, hein, ici, transport principal payé par l'acheteur. Mais on est toujours là aussi sur une vente au départ, c'est-à-dire que combien même j'aurai un coût et frais de Valparaiso, eh bien je dirais le transfert des risques va se faire au moment du départ par exemple du navire. Et puis il y a un dernier groupe qui est quand même problématique tout au moins du point de vue d'un exportateur, mais qui peut bien sûr être intéressant du point de vue de l'importateur, où là, comme delivered, hein, l'obligation du vendeur, c'est pas qu'elle parte, mais c'est qu'elle arrive. Donc déjà, petite réflexion que l'on aura pour tout à l'heure, est-ce que c'est vraiment adapté avec des opérations documentaires? Donc maintenant, quelles sont les meilleures règles, les règles les plus adaptées dans les opérations documentaires? Donc on parlait encaissement documentaire, remise documentaire, hein, et crédit documentaire. Déjà, on a vu en gros 2 caractéristiques, les ventes au départ et les ventes à l'arrivée. Bon, un crédit documentaire, un encaissement documentaire, on va envoyer les documents d'expédition et pas les documents d'arrivée, d'accord, des marchandises. Donc déjà, ça nous donnera un petit indice. En effet, plutôt les ventes au départ. Exigence documentaire, on va y revenir un tout petit peu plus précisément. Oui, parce que qui dit technique documentaire dit présentation de documents. Et en général, ces documents, parmi les documents qui seront nécessaires pour un importateur pour récupérer les marchandises dédouanées, il y aura entre autres le document, je dirais, de transport. Donc évidemment, on peut déjà se poser la question, oui, mais le vendeur, il n'a pas d'obligation, ni l'acheteur, de fournir un document de transport. Donc, on va y revenir. Avantage de la famille des F pour l'importateur. Pourquoi? On va réfléchir ensemble. Si je suis un importateur, les règles qui commencent par F, hein, FCA, hein, FOB par exemple, hein, qui sont les plus connues,
je dirais, sont intéressants. Pourquoi? Parce que c'est moi, acheteur, qui vais avoir à payer physiquement, à remettre les fonds au transporteur. Donc, c'est moi qui vais nommer le transporteur. Alors, pourquoi ce serait intéressant? Parce que ça va me permettre, en effet, de mieux maîtriser les délais d'acheminement. Bien sûr, vous comprenez que si on renverse la situation, ce sera une situation plutôt délicate pour l'exportateur qui, lui, ne maîtrisera pas cette phase transport. De la même façon, mais on va y revenir, les dangers de la famille d'essai pour l'importateur. Je vous donnerai une petite anecdote, ça sert toujours à bien fixer les choses. Oui, parce que évidemment le prix est attractif, oui, mais c'est pas moi l'acheteur qui ai nommé le transporteur. Et ça peut réserver des surprises, des fois désagréables. Bon, avantage de la famille d'essai par contre pour l'exportateur, c'est vrai que en tant qu'exportateur, ce sera beaucoup plus facile, on va le voir. Et quant à la famille des D, on avait vu D avec du crédit documentaire, je ne dis pas que c'est impossible, et sur certains contrats, c'est même de fois absolument nécessaire. Pourquoi? Parce que la prestation, ce n'est pas simplement une livraison mais de marchandises, mais par exemple des prestations qui ont lieu sur place, mise en route du matériel et autres, je dirais, obligations de ce type. Mais il ne faut pas se le cacher, ce seront toujours des opérations qui ne seront jamais parfaites, toujours problématiques en tout cas pour l'exportateur. Du point de vue de l'importateur, bien sûr, il en va autrement, puisque lui, l'importateur, c'est un peu comme s'il achetait en domestique. Donc, ex-work, celui qu'il faudrait oublier. Oui, parce que alors on va me dire, pourquoi on l'a gardé? Oui, parce qu'on peut se poser la question, s'il n'est pas utile, pourquoi on l'a gardé quand on a fait les révisions, qu'on est passé des 2010 au 2020? Parce que dans des situations bien spécifiques, très spécifiques, il peut avoir du sens. Pourquoi? Par exemple, la marchandise, elle est en entrepôt sous douane dans le pays de l'importateur. Et c'est l'importateur qui va aller la chercher et faire le dédouanement. Donc oui, ça peut correspondre. Mais soyons honnêtes, on le voit très souvent, cette règle-là, dans des contrats commerciaux, c'est inadapté à tout point de vue, d'un point de vue fiscal, mais aussi, bien sûr, du point de vue, surtout, documentaire, puisqu'il n'y aura pas de document de transport. Donc, celui-ci, si on pouvait l'oublier, ce serait une bonne chose, et ça éviterait beaucoup de très mauvaises surprises. Maintenant, la famille des F, avec ses... Alors bon, retenons deux règles incotermes, puisqu'il y en a quand même un qui est une règle, je dirais, très spécifique. Là aussi, on s'était posé la question, est-ce qu'on le garde? Oui, mais bien utilisé. Il est bien utilisé par très peu de gens, mais bon, il est utile. Donc on l'a gardé, c'est le FAS. Oubliez-le, c'est pas gênant. Gardez en mémoire le FCA, tout mode de transport, et le FOB, le bon vieux FOB, la marchandise à bord du navire au port de départ. Bon, bien sûr, pour l'acheteur, c'est très bien, puisque comme on avait vu, ce groupe F va permettre à l'acheteur de nommer le transporteur, le transitaire. Ça va permettre de travailler et de recevoir des documents de gens sérieux. Quand on parle de NVOCC, c'est simplement de dire, parmi les transitaires, vous avez des très grands noms et des gens totalement respectables, mais vous pouvez avoir aussi des fois des sociétés sur lesquelles on peut se poser des questions quant à leur fiabilité. Bon, ça permet à l'acheteur de nommer le transporteur et un transporteur sérieux. Qu'est-ce qui intéresse un importateur? C'est quand est-ce que je vais recevoir mes marchandises? Ce qui l'intéresse, c'est recevoir ces marchandises dans les délais les plus conformes possibles, même si actuellement il y a encore beaucoup de problèmes, mais au moins d'avoir un transporteur sérieux. Donc, parfait, je dirais, du point de vue de l'acheteur. C'est un choix qui est judicieux, on le verra. Conséquence pour le vendeur, par contre, évidemment, le vendeur, il dépend du bon vouloir du bon vouloir de l'acheteur. Est-ce que l'acheteur a bien nommé le transporteur dans les délais requis? Et si on rajoute une couche de documentaire, crédit documentaire,
bah, vous comprenez très bien que ça va poser un réel problème si l'acheteur n'a pas donné les instructions en temps et en heure au transporteur pour organiser le transport des marchandises, parce qu'il n'aura jamais son document de transport. Donc ici, bien sûr, est-ce que maintenant ce choix est toujours libre? Là aussi, il ne faut pas rêver, de temps en temps, la règle Incoterm peut être aussi imposée par la réglementation du pays. Pourquoi des pays qui ont, je dirais, des difficultés en termes de devises convertibles, des fois ont tendance à imposer des règles comme FOB. Mais il faudra en mesurer les conséquences et au moins être conscient du problème. Bon, donc ici, CF, bien sûr, on peut avoir un document de transport. Les Incoterms, les règles Incoterms sont, elles, beaucoup plus ouvertes. Preuve usuelle que les marchandises ont été livrées dans le sens remis aux transporteurs. Bon, sauf qu'en matière de crédit documentaire, on n'a quasiment qu'une seule règle. On a quasiment à chaque fois des documents de transport. Donc, il ne faut pas l'oublier. Évidemment, vous avez compris l'inverse, entre le choix du transporteur, ici on est dans des C, c'est pour l'acheteur problématique. Allez, une petite anecdote, je vous en ai promis une. Bon, j'avais eu une opération avec un client importateur. Il importait des imperméables du Bangladesh. Et les conditions de vente, c'était un CPT, c'était de l'aérien. Bon, évidemment, qui est-ce qui payait le transport? Le transporteur, c'était le vendeur. Et quel avait été son critère de choix numéro 1? Le moins cher. Bon, vous imaginez que ça a posé quelques petits problèmes. Bon, parce que la marchandise, elle a eu un transbordement qui n'était pas vraiment prévu et relativement très long. Bon. Donc, par contre, cette famille d'essais, c'est vrai que si je suis un exportateur, c'est à privilégier, puisque vous avez compris, je vais travailler avec mon propre transitaire, mon propre transporteur, et quand on rajoute une couche documentaire, eh bien, ça va me permettre d'avoir une meilleure maîtrise sur ce document principal qui est le document de transport. Voilà ce que je voulais vous dire. Maintenant, je vous ai mis un petit tableau. Je ne vais pas vous dire que c'est plutôt un aide-mémoire en disant qu'est-ce qui, je dirais, est logique ou illogique. Ex-work, on voit encaissement documentaire, crédit documentaire. Non, c'est pas logique. C'est pas logique, il n'y a pas de document. FCA, oui, c'est possible, bien sûr, on l'a vu. Mais attention, ça peut être très bien si je suis acheteur, c'est moins bien si je suis vendeur. Côté encaissement documentaire, puisque c'est quand même une technique qui n'est pas une technique de sécurisation, mais une technique de paiement quand même, dans lesquelles les banques interviennent pour sécuriser, je dirais d'une façon physique, ne délivrer les documents que contre paiement ou que contre acceptation de la traite. Oui, pourquoi pas, les CPT, les CIP, mais à condition que les documents de transport soient consignés à la banque, parce que sinon il peut y avoir des problématiques, surtout par exemple en aérien. Bon, maintenant, quant au DAP, DPU, DDP, c'est des règles, on l'a vu à l'arrivée, soyons clairs, elles sont très mal adaptées à un paiement par crédit documentaire. Il y en a. Il y a des grosses opérations c'est logique parce que, comme je vous avais dit, la prestation, ce n'est pas simplement de fournir une marchandise, mais également de monter, par exemple, toute une installation. Mais ce seront des dossiers extrêmement complexes avec toujours une part de risque importante, au moins sur tout ce qui se passe dans le territoire d'importation. Bon, le FAS, je vous ai dit, vous oubliez-le, parce qu'il est tellement spécifique. Bon, maintenant, regardez les FOB, coût et fret et CIF, oui, ils sont parfaitement adaptés aux techniques d'encaissement et de crédit documentaire, et du reste, on les voit extrêmement fréquemment. Donc, c'est un panorama assez bref, mais je pense que quand même, retenez bien, le choix de la règle Incoterm, il ne faut pas que ce soit un choix, je dirais, dicté par on a toujours fait comme ça. Non, il faut que ce soit un choix qui soit basé sur l'opération. Je suis importateur, je suis exportateur. Et aussi, bien sûr, quelle est ma marge de manœuvre commerciale quant au choix de cette règle Incoterm. Il y a quand même une contrepartie à chaque fois. Voilà, je vous remercie et je vais
passer maintenant à Gaëlle pour la suite de cette présentation. Oui, merci beaucoup Claude. Alors tu dis panorama bref, en fait il était quand même assez complet et on a vu toute la complexité du sujet, donc merci encore pour ce partage de bonnes pratiques. Alors c'est vrai que là on a donc passé en revue le volet sécurisation, mais le trade finance c'est aussi un sujet de financement et beaucoup de solutions de financement. Donc Gaëlle, écoute, je vais te céder donc effectivement la parole pour pouvoir nous parler peut-être plus particulièrement aujourd'hui des solutions de financement qui sont adossées au crédit documentaire. Donc, merci Gaëlle. Merci, bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc effectivement, Géraldine nous a fait un panorama des différentes solutions de sécurisation. On a vu les incidences aussi des Incoterms. On va quand même revenir au crédit documentaire. Je sais que certains le trouvent bien souvent lourd administrativement. C'est vrai qu'on a vu les impacts que ça a de présenter les documents, qu'ils soient conformes. Malgré tout, je considère effectivement que c'est quand même un formidable outil de sécurisation parce qu'il peut aussi apporter cette solution de financement. C'est vrai qu'on voit de plus en plus la multiplication des paiements en open account garantis par des stand-by letters of credit. Je plébiscite aussi cette solution-là, mais malheureusement, ces solutions-là ne sont pas complètes puisque contrairement au crédit documentaire qui sécurise les deux parties, à la fois l'acheteur mais aussi le vendeur, là, dans le cadre de ces open accounts avec des garanties de paiement stand-by, on vient sécuriser finalement que le vendeur. L'acheteur, lui, ne sait pas exactement si la qualité sera respectée, la quantité, les délais, enfin voilà. Donc le crédit documentaire, ça sécurise les deux parties. C'est peut-être lourd administrativement. On a tendance souvent plutôt à le privilégier sur des montants assez significatifs parce qu'il ne faut pas se le cacher, il y a quand même un coût aussi pour les deux parties. Et on a tendance aussi à se dire on va le privilégier pour des nouveaux fournisseurs, des nouveaux clients et également des zones où le pays, on sait que le risque pays est assez élevé et donc on le privilégie dans ces solutions-là. Et je pense qu'il faut quand même changer aussi dans nos habitudes et se dire que le crédit documentaire reste le meilleur moyen de sécuriser les deux parties, mais aussi de proposer une solution de financement. C'est vrai que j'interviens souvent en formation chez mes clients, auprès des acheteurs ou des commerciaux. Quand on commence à parler crédit documentaire, souvent il y a un peu de méfiance, certains reculent, parce que ce n'est pas toujours facile effectivement à le vendre auprès de leurs clients. Quand ils sont côté exportateurs. Mais dès que je commence à parler du fait que ça peut apporter une solution de financement à des taux qu'on peut avoir en France qui sont bien souvent inférieurs à ceux qu'on peut avoir par exemple en Turquie, on va avoir plutôt des 12%, en Pologne 8-9%, enfin voilà, ça a tout de suite un intérêt parce que l'acheteur il va être intéressé à avoir une solution packagée sans non plus que ça nécessite des lignes d'engagement auprès de sa banque supplémentaires. Et ça, c'est vraiment plutôt bien accueilli et les acheteurs à l'international recherchent ces solutions de financement et on a la possibilité de les proposer par le biais du crédit documentaire. Alors, si on fait le focus, et là on va se placer côté exportateur, parce qu'on essayait d'aborder les deux, à la fois l'export et l'import. Côté exportateur, la solution qui va être, c'est d'escompter vos crédits documentaires confirmés. Donc vous avez négocié en fait avec votre client de vous faire payer par crédit documentaire. Souvent, vu que votre client vous apporte une solution de sécurisation, il va vous demander en contrepartie un délai de paiement différé. Et c'est vrai qu'on le voit bien, les délais de paiement différés à l'international ne sont pas ceux qu'on peut avoir en France. Ça peut être parfois très long. Et ces délais de paiement, vous pouvez bien entendu les octroyer si vous savez derrière que ça ne va pas avoir un impact sur votre BFR. Puisque vous, derrière, supporter d'attendre avant d'être payé, parfois ça peut avoir des conséquences. Et dans le cadre du crédit documentaire, vous pouvez demander cet escompte sur le délai de paiement différé. Donc le fonctionnement est assez simple, finalement, puisque c'est toujours à votre acheteur d'émettre le crédit documentaire en votre faveur. Donc lui, il faut qu'effectivement, il ait une ligne d'engagement auprès de sa banque. Une fois que le crédit documentaire est reçu, il faut aussi s'assurer qu'on est en capacité, que votre banque est en capacité de confirmer ce crédit documentaire. Ça, j'insiste parce qu'on ne peut pas confirmer tous les crédits documentaires. Donc, si vous souhaitez avoir la capacité d'escompter sur ce délai de paiement différé, il faut aussi vous assurer qu'on est en capacité de confirmer.
Une fois que ces 2 éléments sont respectés, vous recevez votre crédit documentaire, il vous est confirmé, vous allez présenter vos documents et c'est au moment de la présentation des documents que vous allez nous demander l'escompte de ces documents. Ce qui se passera à ce moment-là, on s'assurera que les documents sont conformes. Il faut bien que ces documents soient conformes pour qu'on puisse vous faire l'escompte. On a la possibilité quand même de vous escompter si jamais ils étaient irréguliers, lorsqu'on reçoit la levée des irrégularités par la banque émettrice. Donc ça, c'est une petite parenthèse. Mais la règle, c'est surtout que vos documents soient conformes. Donc nous, une fois qu'ils sont conformes, on va vous payer. Donc vous faites l'avance, vous êtes crédité tout de suite. À l'échéance, nous recevrons de la part de la banque de l'acheteur les fonds, puisque lui aura lui-même débité l'acheteur. Voilà, donc ça c'est le déroulé, c'est assez simple. Finalement, pour vous, ça revient à un paiement à vue avec débit différé pour l'acheteur. Vous êtes payé à vue. Après, rentre en compte la négociation des frais d'escompte. Est-ce que les frais d'escompte vont être vont être à votre charge ou est-ce qu'ils vont être à la charge du donneur d'ordre? Donc ça, les deux sont possibles. C'est vrai que là, en ce moment, par exemple, je traite une opération pour un de mes clients. Il s'était mis d'accord avec son client sur un paiement à 90 jours, date d'ouverture de la LC. Il se trouve que ce crédit documentaire est en Turquie. L'entité turque recherche plutôt, lui, un différé de paiement plus long. Il souhaitait 210 jours. On a été donc approché, même par sa banque, pour effectivement lui proposer des conditions d'escompte. Donc ce qui va se passer, c'est que si notre client ne demande pas l'escompte avant les 90 jours, les frais, il n'y a pas de frais. Si à partir du moment des 90 jours, il demande l'escompte, à ce moment-là, ce sera le donneur d'ordre, l'acheteur, qui payera les frais d'escompte. Voilà. Donc c'est un formidable outil. Ça vous permet aussi de proposer à vos clients des financements sur des durées qui peuvent parfois aller loin. Tout dépend de nos capacités de confirmation, toujours sur la banque émettrice. Sinon, on a capacité à confirmer sur 2 ans, 3 ans, 5 ans. Enfin, on peut aussi envisager des délais différés assez longs. Voilà, sur l'intérêt aussi des taux de la zone euro, ça j'en ai parlé. Donc voilà. On va maintenant se placer côté importateur, où là aussi, vous avez aussi la possibilité, lorsque vous êtes face à un nouveau fournisseur ou un fournisseur sur lequel vous souhaitez quand même cadrer, vous assurer qu'il va bien respecter, par exemple, les délais d'expédition qui sont imposés. Vous allez négocier un crédit documentaire, donc vous venez le sécuriser. Ça vous permet bien souvent aussi d'éviter le paiement d'avance, on l'a vu tout à l'heure, qui peut aussi générer un besoin de fonds de roulement de votre côté. Mais aussi, si votre fournisseur, il vous octroie ce fameux délai de paiement différé, lui, de son côté, il va avoir un besoin de trésorerie. Il va aussi avoir nécessité de se rapprocher de sa banque et d'avoir peut-être des concours bancaires qui seront supplémentaires. Donc, vous avez la possibilité dans le crédit documentaire qu'on y ajoute une clause UPAS. UPAS, c'est Usance Payable at Site. C'est-à-dire que vous allez avoir la possibilité de proposer à votre fournisseur d'être payé à vue, alors que vous ne serez payé qu'à débit différé à l'échéance qui aura été prévue. Donc fonctionnement aussi très simple. Bien entendu, une émission de crédit documentaire, là vous êtes côté importateur, c'est vous l'acheteur, donc il faut effectivement que vous rapprochiez de votre banque pour avoir une ligne d'engagement. Une fois que cette partie-là est faite, que le crédit documentaire a été ouverte, le fournisseur va présenter les documents selon ce qui a été convenu et indiqué dans le crédit documentaire. Si ces documents sont reconnus conformes, dans le texte du crédit documentaire, on aura une clause qui s'appelle la 47A, pour ceux qui connaissent, où on aura indiqué qu'il a la possibilité de nous demander l'avance, sous réserve bien entendu aussi que les documents soient conformes, et on aura précisé le taux d'intérêt qui sera facturé à ce moment-là. Donc ça laisse la possibilité au fournisseur de l'activer ou de ne pas l'activer. Et s'il l'active, donc dans sa présentation de documents, sa banque nous demande de faire l'avance. À ce moment-là, on vous payera à vue, tout de suite, à reconnaissance des documents conformes et qu'on aura reçu la demande. Par contre, vous ne serez débité qu'à l'échéance, c'est-à-dire à l'échéance du débit différé qui aura été négocié. Voilà, donc c'est pareil. Également, donc une durée de différé de paiement qui peut aller de 90 jours à 120 jours. Ça dépend aussi
de l'accord de crédit que vous aurez obtenu de votre banque, et parfois aussi des réglementations locales. En Chine, par exemple, on ne peut pas avoir un délai de paiement différé depuis 90 jours. Enfin voilà, il y a aussi des spécificités liées au pays. Voilà, et donc une solution qui, pour les deux parties, ne nécessite pas non plus de concours bancaire supplémentaires. Je vous ai également remis les modalités de mise en place. Bon voilà, vous les aurez en détail. Ce qu'il faut savoir, c'est quand même étant donné qu'on propose des solutions de financement, on a quand même la signature d'une convention cadre, que ce soit côté Closupass ou escompte de crédit documentaire. Mais ce qu'il faut retenir avant tout, c'est qu'un crédit documentaire, ça peut être effectivement très compliqué parfois, mais la règle, c'est qu'il faut vraiment l'anticiper. Il faut en discuter en amont, même dès que vous êtes dans la négociation commerciale avec votre client ou votre fournisseur. Il faut cadrer les choses, il faut faire des drafts de crédit documentaire. Si vous envisagez de proposer la solution de financement, il faut effectivement qu'on ait pu déjà valider avec le fournisseur, si vous êtes côté importateur, qu'il a bien compris le mécanisme de cette clause du pass, que le texte du crédit documentaire lui convient. Et si vous êtes également côté exportateur, si vous recevez un crédit documentaire et qu'au final les termes ne vous permettent pas d'être sécurisés, vous avez en incapacité de présenter les documents et qu'ils soient conformes, il vous a finalement servi à rien. Voilà. Donc la règle, c'est vraiment bien anticiper, discuter avec votre banque, ça c'est important, de nous associer assez vite dans vos négociations. On est là pour vous conseiller aussi. Et puis voilà, du coup, là on a vu effectivement que ces deux solutions qui sont liées au crédit documentaire n'interviennent finalement qu'à partir du moment où les marchandises ont été expédiées ou que la prestation de service a été réalisée. Il existe quand même d'autres solutions de financement en amont aussi, quand par exemple dans le cadre de contrats export, vous n'avez pas suffisamment d'acompte et du coup vous avez un besoin de trésorerie pour lancer la fabrication ou autre. On a d'autres solutions, on a des dispositifs avec BPI par exemple sur le préfinancement export BPI, on a la possibilité aussi de faire des avances en devise, des mobilisations de créances nées sur l'étranger ou également de la facturage international. Enfin, tout ça, n'hésitez pas à en discuter avec votre banque, on est là pour vous conseiller et surtout essayer de réduire au maximum votre BFR à l'international. Voilà. Merci beaucoup Gaëlle. C'était une présentation, je pense, très détaillée. Effectivement, tu as ouvert sur toutes ces solutions qui existent et je pense que c'est important de le rappeler. Et on a focusé effectivement aujourd'hui sur quelque chose qui nous semblait particulièrement d'actualité, qui concernait les crédits documentaires, mais il y a plein d'autres cas de figure. Normalement, on passe à la session de questions-réponses, sauf que je ne vois rien dans le chat. Donc, c'est vrai qu'on avait reçu un certain nombre de questions au préalable qu'on a essayé d'intégrer dans la présentation. Alors peut-être est-ce parce que finalement on a traité les sujets au fil de l'eau, mais oui, peut-être, voilà, si vous voulez compléter finalement. Ça permettra de compléter sur la partie crédit documentaire, comment sécuriser, est-ce qu'on sécurise différemment sur la zone européenne ou zone hors Union européenne. Donc bien évidemment, tout à l'heure je vous ai montré le baromètre, là quand tous les indicateurs sont au vert, donc notamment la zone Europe, eh bien c'est plus facile de se faire payer et on a peut-être besoin d'un degré de sécurisation moindre. Par contre, effectivement, tout ce qui va être zone hors Union européenne, on a certains pays qui ont l'habitude de travailler avec le crédit documentaire. En Asie, c'est un moyen de paiement plus que courant, qu'ils utilisent d'ailleurs aussi beaucoup pour les financements. Donc en fait, hors Union européenne, effectivement, le risque payé est déjà plus important. On aura besoin d'un niveau de sécurisation plus important aussi et il faudra choisir les solutions les plus adaptées. Merci pour ces précisions. Alors, on a une question qui vient d'arriver. Pouvons-nous faire un crédoc sur du domestique ? C'est possible. Oui. Bon, c'est rare. C'est rare, mais voilà. C'est rare, mais j'en ai vécu. Mais c'est vrai que c'est excessivement rare, mais d'un point de vue des règles, d'un point de vue pratique, c'est tout à fait possible. Oui. Bon.
Sauf que ça fait quand même longtemps qu'on en voit très rarement, mais ça a du sens. Ça a du sens, oui, c'est possible. Également, on parlait des incoterms. On pense International Commercial Terms, donc international. Est-ce que les incoterms peuvent être utilisés pour du domestique, entre Nevers et Quimper? Réponse, oui, il n'y a aucun problème. Depuis les 2010, c'est spécifiquement prévu. Et ça a du sens. Pourquoi ça a du sens? Parce que, par exemple, quand on dit que c'est port dû ou port payable à destination, c'est clair au point de vue des frais, mais quant au risque, est-ce que c'est une vente au départ? En fin de compte, est-ce que c'est un CPT ou est-ce que c'est un DAP? Eh bien, là, on aura, en utilisant la règle incoterm, la double combinaison, les frais et les risques. Ce sera clair pour les deux parties. Et la bonne nouvelle, c'est que dans mon expérience avec les formations pour les entreprises, c'est que bien souvent, pour des questions d'organisation, beaucoup d'entreprises ne font pas de séparation entre le domestique et le hors domestique, l'international. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, auquel je ne m'attendais pas trop, mais bon. Et je l'ai vu avec les incoterms 2020, beaucoup d'entreprises m'ont dit, oui, nous on l'utilise aussi bien pour du domestique que de l'international. Et ça, c'est une très bonne chose. Très bien. Alors là, je vois que les questions sont en train d'affluer. Donc, c'est un peu peut-être compliqué pour les prendre toutes. Mais ce que je vous propose de toute façon, puisque nous avons vos noms, c'est peut-être qu'on puisse vous répondre individuellement. Je pense que ça sera le plus simple parce que je vois là, certaines sont quand même très, très spécifiques. Donc, je vous propose que l'on fasse comme ça. Très bien. Écoutez, est-ce que éventuellement vous avez d'autres éléments que vous souhaiteriez partager, ou est-ce qu'on considère qu'effectivement on va plutôt rentrer dans des dialogues en bilatéral avec toutes les personnes qui commencent à nous envoyer toutes ces questions? On en reste là pour l'instant. D'accord, très bien. Écoutez, merci de nouveau à vous trois, et puis merci aussi à vous tous qui êtes connectés. Vous avez été très nombreux, je crois plus de 200 personnes. Donc, je pense qu'on a pu partager pas mal d'expériences et d'expertise aujourd'hui. Donc, on espère que ce webinaire vous a intéressé. Si toutefois vous souhaitez poursuivre sur le sujet, je peux vous inviter à vous connecter à une web TV sur les financements export qui est organisée par le MOSI, qui aura lieu jeudi prochain, donc le 20 octobre. Oui, c'est ça, de 10h30 à 12h, où nous allons également intervenir. Et si vous voulez vous inscrire, vous pouvez passer par notre site internet, je rappelle, qui s'appelle donc international.groupecrédit-agricole tout attaché. Voilà, donc peut-être aussi pour conclure, je vais juste vous faire un petit rappel sur le large dispositif finalement qui est mis à disposition par le groupe Crédit Agricole à la fois en France et à l'étranger pour vous accompagner dans votre développement international. Donc il y a près de 350 experts du commerce international en caisse régionale. Donc vous avez eu aujourd'hui un échantillon avec Gaël, donc des experts qui sont tout proches de vous et qui sont bien sûr vos interlocuteurs privilégiés. Ces experts en région, ils vont travailler en synergie avec leurs collègues Trade Finance, donc chez CACIB, dont fait partie Géraldine. Et puis, ils vont également travailler avec tout l'écosystème d'accompagnement à l'export, à l'international de manière générale, notamment aussi en lien avec Credimpex. Voilà, et puis peut-être également, sans oublier nos International Desk à l'étranger, qui sont là pour répondre à vos besoins sur place dans les différentes géographies. Donc, Gaël l'a mentionné, mais on l'a vu effectivement, je pense, au cours de tout ce webinaire, c'est que chaque cas va être un cas particulier. Il y a plein de cas différents, donc n'hésitez pas à contacter votre chargé d'affaires pour pouvoir organiser vraiment un échange dédié, et ceci bien en amont de votre projet, parce que ça peut prendre du temps de définir avec vous quelle sera la solution qui va être vraiment celle qui sera la
la plus pertinente et la plus adaptée à votre besoin. Voilà, bon, il me reste à vous souhaiter donc un bon après-midi à toutes et à tous. Et puis de notre côté, donc rendez-vous le 2 décembre pour ceux que ça intéresse, pour un webinaire pays cette fois qui sera dédié à l'ASEAN. À bientôt. Au revoir.